Comme on en parlait avec vous, Cécile, je vous le disais, première partie de ce 21-23 consacrée à un mot, à un système qui divise les Français, la retraite par capitalisation. Et il y a eu cette proposition effectivement de Gabriel Attal, 1 000 € versés par l'État à chaque naissance d'un enfant. On va en parler justement pour ce débat avec vous, Henri Sterdignac. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. cofondateur des économistes atterrés, qui est un collectif de chercheurs en économie opposé à l'orthodoxie néolibérale, un collectif de chercheurs plutôt à gauche. Thomas Gébine, bonsoir, économiste au Centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale. Martin Garagnon, bonsoir, conseiller national Renaissance. Vous allez nous expliquer notamment ce que votre patron Gabriel Attal propose aujourd'hui. Et puis Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos, avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Alors justement, 1 000 € par enfant et justement qui a à charge pour lui de faire fructifier ce pactole et de l'investir quand il sera devenu adulte. C'est la proposition de Gabriel Attal justement pour la crise des retraites. Est-ce que c'est une solution pragmatique ou au contraire, est-ce que c'est une rupture de l'égalité républicaine? On voit ça d'abord en reportage et en images avec Sigrid Demisoire et on en parle juste après. Et si à la naissance, chaque enfant recevait 1 000 € par l'État, une somme versée dans un fonds d'épargne réservé pour sa retraite. Le fonds pourrait être abondé jusqu'à ses 18 ans par la famille. Une bonne idée, selon ces mères de 2 enfants. Ça permettrait de garantir au moins une petite retraite, quelque chose pour les enfants. C'est ce qu'on fait, on leur met déjà un petit peu d'argent de côté pour plus tard. C'est ce que faisaient aussi nos parents, donc on a repris un peu le même système. Ce père de famille, lui, est sceptique. Ouais, je trouve bizarre de penser déjà à la naissance, déjà de penser à la retraite. Donc, Cette mesure sera portée par Gabriel Attal. Pour le président du groupe Ensemble pour la République, il faut inciter les Français à épargner afin de constituer un capital pour leur retraite. Très concrètement, on veut développer la capitalisation en France. Ça passe par un développement des plans épargne-retraite, ça passe par un fléchage de l'intéressement et de la participation des entreprises sur ces plans épargne-retraite, et puis par cette mesure nouvelle. Selon lui, verser 1 000 € à chaque naissance permettrait de faire des économies à long terme au système de retraite. Mais cette mesure aurait un coût immédiat, 660 millions d'euros par an, à l'heure de boucler le budget. Si elle est votée, cette nouvelle dépense devra être compensée par des hausses d'impôts selon cet économiste qui pointe une autre faille. Il ne concerne pas les actifs d'aujourd'hui. Et donc, or, le problème des retraites, ça va concerner ceux qui sont déjà au travail et pas forcément ceux qui vont venir dans les prochaines décennies. L'Allemagne pourrait instaurer une mesure similaire. Le pays envisage, lui, d'octroyer 10 € par mois à chaque enfant entre ses 6 et 18 ans. Martin Garagnon, alors expliquez-nous donc cette idée de Gabriel Attal. Déjà, elle part du constat que qu'il y a la crise ou les débats, j'allais dire un petit peu sans fin de la réforme des retraites. Ça, c'est une solution, j'allais dire c'est un mix. C'est un mix entre la capitalisation et la répartition. Oui, à Renaissance, avec Gabriel Attal, nous faisons le constat que notre système de financement des retraites est un échec, malheureusement, puisque on a environ une réforme du système de retraite tous les 4 ans depuis sa création en 1945, réforme majeure ou mineure. Ça, c'est un premier constat. Ce qu'il propose, Gabriel Attal, c'est une rupture dans le système de financement des retraites. Pendant trop longtemps, on a considéré que le mot de capitalisation était un gros mot qu'on ne voulait absolument pas utiliser et qu'il venait s'opposer finalement à un système de répartition. Dans votre sujet, vous parlez effectivement d'une nouvelle dépense, puisqu'on parle d'une allocation de 1 000 € par nouveau-né, donc 660 millions d'euros par an, puisque c'est le niveau des naissances. Mais c'est une dépense, mais c'est une recette pour demain, puisque c'est de l'argent justement qui viendrait financer la retraite à venir des enfants. On entendait aussi dans votre sujet des Français qui expliquaient « oui, c'est un peu étrange de finalement penser à la retraite quand on est ». Mais c'est malheureusement parce que justement, nous n'avons plus le luxe de ne pas anticiper notre retraite pour les nouvelles générations qu'il faut bien qu'on s'y penche dès maintenant. C'est un sujet purement démographique. Il suffit de prendre l'évolution du ratio actif et retraité depuis 70 ans et on voit bien qu'on va dans le mur. Donc, il n'y a pas non plus 10 000... Alors, il ne fait que, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, ce ratio ne fait que
que baissé, c'est-à-dire que je crois qu'il y le nombre de avait, retraités à la charge des il y actifs avait 2 augmente. actifs pour un retraité il y a quelques décennies, C'était on est 4. à 1,8 Oui. ou 1,4 maintenant, ou on va vers 1,4. Donc les chiffres ne mentent pas, les chiffres notamment et la démographie, ça ne ment pas. Donc moi je veux bien qu'on nous explique qu'il n'y a pas de système. Alors vous avez effectivement d'autres propositions qui sont faites. Vous avez d'un côté à l'extrême gauche qui nous explique en gros, finalement il n'y a qu'à taper sur les riches pour continuer à financer notre système qui va dans le mur. Et vous avez à l'extrême droite d'autres députés qui nous expliquent finalement c'est toujours la faute des étrangers et de l'immigré, donc on va régler le système comme ça. La réalité démographique n'est pas celle-ci. Donc qu'on ait une rupture, une proposition de rupture, ça part déjà d'un constat qu'il nous faut partager. Et après, effectivement, on peut s'entendre parce que dans les propos de Gabriel Attal, il y a aussi cette volonté de respecter une forme de démocratie sociale, c'est-à-dire de confier aussi un certain nombre de sujets aux partenaires sociaux, de ne pas tout imposer en verticalité, mais justement de faire confiance notamment aux partenaires sociaux. Mais ça implique, dans un premier temps, d'accepter de partager un constat qui est celui que l'égalité intergénérationnelle impose une réforme structurelle de notre système de retraite, ce qui malheureusement n'est pas le cas, puisqu'on voit bien que finalement on a un système de sparadrap, de patch qu'on met réforme après réforme. On a toujours des grandes ambitions. La réalité de ce que accouchent les projets de réforme est toujours très en deçà des attentes et surtout des nécessités pour pouvoir avoir un système qui soit pérenne. Et c'est tout l'objectif pour ceux qui sont attachés comme nous, à Renaissance, à notre système de protection sociale en France, c'est justement de pouvoir en assurer la pérennité. Alors, juste avant qu'on arrive au débat, notamment avec vous, Henri, mais qu'on réexplique aux téléspectateurs qui nous regardent, ce serait quoi ce système ? Je dis bien ce serait parce que c'est une proposition, c'est loin d'être voté. Et puis, encore une fois, si ce système était mis en place demain, pour des enfants qui naissent là en 2026, ils seraient en retraite à l'horizon 2100. Donc voilà, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une vision à long terme. Mais très concrètement, Étienne, et puis Thomas, ça veut dire que l'État, on l'a vu dans le reportage, mais c'est bien de réexpliquer. L'État donne 1 000 € à chaque naissance. Donc un petit garçon, une petite fille qui naît là en 2026 ou en 2030, il a 1 000 € sur un compte. Évidemment, ses parents ne peuvent pas s'en servir pour partir en vacances. C'est un compte qui est quoi ? Qui est bloqué. Qui met de l'argent dessus ? Pendant combien de temps ? Comment ça fonctionne ? Alors après, ça fonctionnerait. Ça pourrait être un fonds d'investissement public, ça pourrait être la Caisse des dépôts, ça peut être les partenaires sociaux qui gèrent, comme ils gèrent aujourd'hui les retraites complémentaires à la GIRC-ARCO, et qui décideraient de comment on placerait l'argent, selon quelles règles. Oui, mais il n'y aurait que 1 000 € ou ce pactole il grossit au cours de dans la... ce que j'ai bien compris pour l'instant, parce que j'ai écouté Gabriel Attal, dans ce que je comprends, c'est uniquement 1 000 € avec l'espoir que ça va générer des effets vertueux, des comportements d'épargne pour préparer davantage l'avenir que davantage aujourd'hui. Mais si vous faites que 1 000 €, en effet, ça suffit pas du tout, évidemment. Parce que vous 1 aurez 000 10 000, 20 000 euros, 1 000 € placés pendant quoi ? Pendant à l'âge de 60 ans. Vous serez depuis sa naissance et puis tout le temps de sa jeunesse et tout le temps de sa vie. Vous serez à 10 000 €, 20 000 € maximum selon le rendement. Alors on parle de 4% par an, mais donc voilà. Donc c'est quelques dizaines de milliers d'euros une fois que cette personne devrait prendre sa retraite. Grand maximum. Et c'est pas ça qui va vous assurer votre retraite. Mais c'est pour envoyer un signal et créer un mouvement. Après, ce qu'il faut quand même bien expliquer, c'est, pour l'instant, Gabriel Attal, dans sa proposition, reste dans un système de retraite par répartition. C'est un mix. Et il ajoute de la capitalisation, mais sur une base facultative. Il n'y a pas de capitalisation obligatoire. Non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'avec ces 1 000 €, est-ce qu'on pourrait mettre plus dessus ? Si je décide de mettre 20 € chaque mois pour mon petit garçon, ma petite fille jusqu'à ses 18 ans, et puis après... mais vous pouvez, dans le projet tel qu'il est, les parents et les grands-parents pourront mettre de l'argent, et cet argent bénéficiera d'un avantage fiscal. Donc l'important dans l'histoire, c'est pas les 1 000 €, c'est le fait qu'on crée un nouvel avantage fiscal, une nouvelle dépense fiscale, une nouvelle niche fiscale pour les parents et les grands-parents, parce que quand ils mettront de l'argent, normalement, ils vont pouvoir le retirer de leur revenu imposable. Donc la question, c'est, est-ce qu'on fait un nouvel avantage fiscal pour favoriser la capitalisation ou non ?
parce que ça qui existe touchera déjà. peut-être les plus aisés, ce sera Qui une touchera. part. Il faut quand même préciser à nos téléspectateurs, c'est que ça existe déjà aujourd'hui. Les produits d'épargne retraite, les salariés, il y a déjà beaucoup de produits d'épargne retraite et d'incitation. Donc là, l'idée, tout le problème, si vous voulez passer à un système en partie à la capitalisation, c'est de démarrer. Parce que la répartition, les salariés aujourd'hui, ils payent la retraite des retraités d'aujourd'hui. La capitalisation, c'est vous allez cotiser aujourd'hui pour votre retraite à vous demain. Mais ça veut dire que dans un premier temps, il va falloir cotiser 2 fois, puisque pour ceux qui préparent la capitalisation. Et ça, c'est évidemment très compliqué. Alors, l'État peut enclencher ce mouvement, ça serait les 1 000 € à la naissance, mais encore faut-il que l'État en ait les moyens. Or, l'État est très endetté. Un peu plus de 600 millions d'euros par an. 600 millions d'euros, c'est rien. Le problème, c'est que quand vous partez à la retraite, vous devez vivre pendant 25 ans avec ce que vous avez imaginé. Que ce soit par capitalisation, il faut avoir capitalisé de quoi vivre pendant 25 ans, ce qui est à peu près une quinzaine d'années de votre salaire. Ce n'est pas du tout avec 1 000 € oui, mais c'est bien pour ça qu'on parle d'un mix. Justement, on va aller plus loin dans le débat, mais Thomas Gjebin, là je m'adresse je vois que vous êtes dans un centre de recherche sur l'économie mondiale. Donc si on prend un petit peu de hauteur et on ira voir justement des exemples étrangers, là encore, est-ce que c'est parce qu'on est dans cette... on parlait notamment de démographie, on est de toute façon dans cette recherche de solutions, peut-être un peu entre deux, un peu médiane, un peu de mix, parce qu'il y a ce qu'on disait, c'est-à-dire la démographie est en baisse. Pour régler les retraites, il faut quoi ? Il faut soit faire plus d'enfants, soit avoir beaucoup plus d'immigrés pour payer les retraites des retraités, avoir plus d'actifs. Il n'y a pas de solution miracle. Les premières solutions, c'est soit vous travaillez plus, soit vous diminuez le niveau des pensions, soit vous vous endettez. Et donc là, dans ce qui est proposé par Gabriel Attal, alors je suis d'accord que c'est une solution qui est assez anecdotique par rapport au débat des retraites. On parle de moins d'1 milliard d'euros, donc même si on le place sur longtemps, c'est rien par rapport aujourd'hui. Les dépenses de retraite, c'est autour de 350 milliards d'euros par an. Donc on voit qu'on est très loin du compte. Et d'autre part, comme il a été dit, le gros enjeu du passage à la capitalisation, c'est cette période de transition. Et donc là, de nouveau, vous avez 3 solutions si vous voulez passer à la capitalisation. Soit vous diminuez le niveau des retraites, soit vous devez cotiser 2 fois. Mais cotiser 2 fois, ça veut dire que aujourd'hui, les dépenses de retraite, c'est autour de 14 points de PIB. Donc si vous vouliez passer entièrement à un système de capitalisation, ça veut dire que vous devez rajouter 14 points de PIB. On voit bien que passer entièrement à un système de capitalisation, ce n'est pas possible. Et donc, la 3e option, c'est de s'endetter. Donc, vous avez parlé des expériences internationales. Ce qu'ont fait, par exemple, les Allemands dans les années 2000, c'est de jouer sur ces 3 niveaux. C'est-à-dire, ils ont développé une forme de retraite par capitalisation, ce qui s'appelait les retraites Riester. On va en parler dans quelques minutes au web, justement. Parallèlement, ils ont baissé les dépenses de public de retraite de près de 3 points de PIB dans les années 2000. Donc c'est un choc qui a été très, très important. Les retraites, les pensions de base en Allemagne ont baissé de près de 10% en termes réels dans les années 2000. Donc on voit bien, mais ça a joué assez marginalement. C'est-à-dire que la retraite totale du retraité allemand a plutôt diminué parce que la dose de capitalisation a plutôt profité aux salariés aisés, en particulier de l'industrie. Et en tout cas, il y a pas de. Quand vous avez un problème démographique majeur où vous n'avez pas assez d'actifs par rapport au nombre de retraités, il y a un moment, il n'y a pas de solution magique. Et la capitalisation n'est pas une solution magique pour régler notre problème démographique. Alors, en vous entendant tous les 4, on a bien compris que c'est pas cette mesure-là, et qui, encore une fois, n'est qu'une proposition qui allait régler le problème, que c'est peut-être plutôt une incitation à un changement de mentalité. Regardez juste un extrait d'un reportage de Gaspard de Florival sur certains Français qui commencent déjà quand même à penser à cette capitalisation, au moins en partie. On regarde cet extrait et on continue la discussion juste après. S'il a encore plus de 30 ans de travail devant lui, Hugo Vallespie prépare d'ores et déjà sa retraite. À 28 ans, ce jeune avocat a décidé il y a quelques mois de capitaliser en plaçant de l'argent sur un PER, un plan d'épargne retraite. Chaque mois, j'épargne entre 100 et 250 euros. De l'argent en plus mis de côté jusqu'à la fin de sa carrière. De peur selon lui de ne pas toucher suffisamment avec sa seule pension.
J'ai décidé d'ouvrir le PER pour vraiment avoir la main sur mon épargne. On sait jamais trop comment les choses vont évoluer et je voulais vraiment avoir la main sur ce que j'épargnais et sur ce que j'allais toucher en partant à la retraite. Comme lui, de nombreux actifs ne font plus confiance au régime de retraite actuel, dit par répartition. Un système où les actifs ne cotisent pas pour eux, mais pour les retraités. Ces dernières années, le nombre d'ouvertures de PER se multiplie. Plus de 11 millions de titulaires fin 2024, près d'1,5 million en plus en un an. Alors, on le voit, la capitalisation ou certains débuts de capitalisation sont déjà à l'œuvre en France. Je vais retrouver Sybille de Barthès. Sybille, justement, vous allez nous expliquer comment il y a déjà des bouts de capitalisation en France, et d'abord avec la fonction publique. Et ça, je ne le savais pas. Effectivement, alors dans la fonction publique, les fonctionnaires touchent déjà une retraite, mais celle-ci est exclusivement basée sur leur salaire. Pourtant, les fonctionnaires touchent des primes, cela représente à peu près 25% de leur rémunération totale. C'est pour ça, pour pallier à ce manque, qu'a été créé en 2005 un régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dit le RAFP. Celui-ci a donc une spécificité, c'est qu'il est seulement basé sur les primes, au maximum 20% de son salaire de base. Pour le fonctionnaire. Alors concrètement, Sybille, ça donne quoi? Alors concrètement, prenons un exemple. Imaginons un fonctionnaire qui gagne à peu près 2 000 € de salaire plus 500 € de prime. Eh bien, le calcul, on va tout d'abord commencer par calculer ce fameux plafond de prime soumis à cotisation. Comme on l'a dit, 20% maximum des 2 000 € de salaire. On obtient 400 €. Ensuite, le fonctionnaire va donc pouvoir cotiser 5% et son employeur, ici l'État, 5%, ce qui nous fait 20 plus 20. Le fonctionnaire pourra cotiser chaque mois 40 €. Alors, dans le privé, on a aussi des exemples déjà de capitalisation. Oui, alors dans le privé, il y a encore une fois le régime général que l'on connaît tous, mais il existe depuis 2019 et la loi Pacte un plan épargne retraite, dit le PER. Celui-ci a été mis en place pour 2 objectifs. Tout simplement, simplifier la préparation de la retraite dans un contexte avec un financement par répartition en France qui est de plus en plus incertain, et également rendre la retraite fiscalement avantageuse, puisque c'est une niche fiscale et fera donc baisser votre impôt. Alors, comment vous allez toucher ce plan d'épargne retraite? Tout simplement, soit sous la forme d'une rente, un montant versé chaque mois, ou bien de versements, un ou plusieurs fois, au moment du départ à la retraite. Et c'est déjà un succès, puisque 11 millions de Français sont déjà titulaires d'un plan d'épargne retraite. Merci beaucoup, Sybille. Je retourne voir mes invités. Et effectivement, j'allais vous lancer là-dessus pour le débat. Quand on a préparé l'émission, j'ai été surpris de voir qu'il y a différents sondages, comme vous le savez. Il y a toujours plusieurs chiffres et plusieurs sondages, mais à peu près tous disent qu'une majorité de Français souhaitent justement avoir de la capitalisation. Et ce qui m'étonne, et c'était aussi ma question à vous quatre, c'est qu'on l'a tous vu dans tous les reportages qu'on fait à longueur de semaines ou de mois sur cette réforme des retraites. Souvent, quand on va interroger les Français, ils disent moi, je veux partir à la retraite à tel âge, à 60, 62 ans, et je suis en droit de toucher ce que j'ai cotisé tout au long de ma vie. Et c'est l'inverse, en fait. Là, c'est comme si les Français parlaient de capitalisation, alors qu'ils pensent parler de répartition, parce qu'en fait, on redit à nos téléspectateurs, quand vous enlevez sur votre ligne de salaire ce qui part pour les retraites, vous ne le mettez pas dans un coffre-fort que vous allez toucher à votre retraite. Ça part directement pour payer les retraites des personnes âgées actuelles et des retraités actuels. Mais donc, les Français ont tout à fait raison. Mais donc, ça montre bien qu'ils ne sont pas contre la capitalisation. Parce que quand ils cotisent, ils acquièrent un droit social à avoir une retraite. C'est un droit social. C'est un droit social qui est aussi respectable qu'un droit financier. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cet argent. L'argent, non, personne n'a cet argent. Quand vous avez un titre, vous n'avez pas l'argent. Les Français cotisent. Ils auront une retraite par répartition qui est un peu plus basse en pourcentage du salaire que ce que touchent actuellement les retraités, mais ils auront une retraite par répartition. Il y a des prévisions du corps qui montrent qu'ils auront une retraite par répartition, que par ailleurs, certains veulent acheter un logement, c'est tout à fait respectable, que certains, en plus, l'État leur donne la possibilité d'épargner en plus par un père qui a un plan d'épargne retraite, qui a des avantages fiscaux. Il n'est pas question d'avoir
plus d'avantages fiscaux. Donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Et pour monsieur, il faut dire qu'actuellement, les Français mettent 19 milliards chaque année dans la retraite par capitalisation. C'est beaucoup plus que le plan de Gabriel Attal. 19 milliards pour la retraite par capitalisation contre 400 milliards pour la retraite par répartition. Et actuellement, on a 8 milliards qui sont payés simplement de retraite par capitalisation. On est en phase où ça monte en puissance. Voilà, donc on est dans une phase où ça monte en puissance, ça veut dire que les Français ne sont pas opposés à l'idée. Encore une fois, on va aller aux États-Unis dans quelques minutes, vraiment au temple de la capitalisation, je vais dire quasi absolue. Les Français veulent les deux, Étienne. Ils veulent les deux, oui. Ils veulent les avantages de la répartition avec une sécurité et un minimum de retraite. Et ils veulent aussi pouvoir préparer, avoir un étage supplémentaire s'ils le souhaitent. Ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le peuvent. Et c'est un peu... c'est contradictoire ou les deux sont possibles ? Les deux sont parfaitement possibles. Et si j'ai bien compris, dans la proposition de Gabriel Attal, il y a aussi cette idée que des Français qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts pourraient bénéficier d'un avantage s'ils épargnent pour la retraite sous une forme de crédit d'impôt. L'État ferait un chèque en quelque sorte, comme ils ne payent pas d'impôt sur le revenu, ils ne peuvent pas avoir une réduction d'impôt. Donc il y aurait un crédit d'impôt pour que tous les Français, à l'image de ces 1 000 € à la naissance qui seraient pour tous les enfants, et il y aurait aussi cet avantage fiscal qui serait élargi à tout le monde pour que, voilà, c'est l'optique facultative. Après, les hommes politiques sont toujours disposés à donner des avantages fiscaux supplémentaires. Après, il y a des schémas plus contraignants où vous avez un étage de capitalisation où vous rendez cette cotisation obligatoire. Faut quand même aussi rappeler pourquoi il y a aussi ces réflexions sur la capitalisation. C'est pas tant pour équilibrer les régimes de retraite, c'est aussi le principal intérêt, il est économique à la capitalisation. C'est parce que avec l'épargne que vous avez maintenant, au lieu de financer des retraites de demain, vous financez des investissements, vous financez d'économies. Et évidemment, c'est là-dessus que la France a du retard, parce qu'il y a beaucoup d'épargne via l'assurance vie, mais elle n'est pas forcément fléchée dans des fonds de pension qui vont sur des entreprises. Et donc la France a un désavantage par rapport à d'autres nations qui ont développé plus la capitalisation. On va aller voir justement ces autres nations, mais juste avant, pour rester encore en France, écoutez la réaction du syndicat Force ouvrière de Michel Boga, et vous me donnerez votre réaction à vous derrière. Le problème de la capitalisation qui est porté par certains, c'est que seuls ceux qui auront les moyens de placer de l'argent pourront avoir une bonne retraite. C'est-à-dire qu'on arrête avec l'esprit égalitaire de la République. L'esprit égalitaire de la République. Est-ce que ça, c'est aussi un des enjeux ? Parce que, évidemment, ce que vous disiez tout à l'heure, Henri, est-ce que peut-être les classes les plus favorisées arriveront peut-être à mettre de l'argent de côté pour capitaliser, et que donc on arrivera à une inégalité ? Mais bon, l'inégalité, elle est déjà là. Comme vous savez, la retraite par répartition, c'est quand même quelque peu redistributif. Donc ça profite aux personnes à plus bas salaire. Si vous avez toute votre carrière au SMIC, vous aurez une retraite qui va représenter 85% du SMIC. Si vous avez une carrière brillante, votre retraite, ça sera 50% de votre dernier salaire. Donc il y a quand même un effet redistributif qui garantit quand même que les différences de revenus entre les retraités qui existent sont nettement plus faibles que ceux entre les actifs. Si on passe à la capitalisation facultative, évidemment, il n'y aura que les plus riches qui pourront en profiter et qui profiteront des avantages fiscaux. Le plus pauvre n'a pas 1 000 € à mettre chaque mois pour sa retraite, alors que les plus riches ont cet avantage fiscal. Donc c'est quand même tout à fait, ce serait complètement déplaisant. Et l'autre solution, ça serait la capitalisation obligatoire, voilà, qui effectivement, les plus pauvres et les plus riches devraient cotiser à un fonds de capitalisation. On peut le discuter, mais comme on l'a dit, ça veut dire qu'à court terme, on payerait plus de primes. Les salariés et les entreprises devraient mettre également la main à la pâte pour constituer l'actif nécessaire pour la retraite par capi.
Thomas Gbin. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un intérêt à la capitalisation en soi, c'est notamment ce qu'on a vu en Suède, le fait que vous développez des supports d'épargne qui peuvent être investis sur le temps très long. Ça vous permet, par exemple, c'est ce qu'on voit dans le cas suédois, ça vous permet, par exemple, de financer des investissements un peu plus risqués. Parce qu'en fait, quand vous avez cette épargne qui est placée sur, disons, 50 ans, en fait, ceux qui gèrent cette épargne peuvent prendre plus de risques parce qu'ils savent que vous placez cette épargne sur le temps long. Donc, c'est un des avantages de la capitalisation aux États-Unis, c'est un des avantages de la capitalisation en Suède. Et c'est vrai que nous, même avec notre assurance vie, comme le gros de l'assurance vie est sur des fonds en euros, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment liquides, il n'y a pas cet avantage de financement du risque. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur, il me semble, un des intérêts de la capitalisation. Mais ensuite, cette capitalisation, comme on vient de le dire, ça ne règle pas aujourd'hui le problème de soutenabilité de notre système de retraite et de la soutenabilité de notre dette publique. C'est-à-dire que même si vous mettez des cotisations obligatoires, vous devez toujours financer le système par répartition actuel. Pour moi, l'enjeu, c'est pas tellement est-ce qu'on passe d'un système de répartition à capitalisation, c'est vraiment cette phase de transition. Et c'est pas quelque chose qui va durer 10 ans. C'est que vous devez financer, si vous commencez aujourd'hui, c'est pendant presque 50 ans que vous devez financer ce nouveau système. Là, ça toucherait des enfants. Si des enfants naissent dans les années qui viennent, ça toucherait leur retraite à l'horizon 2100. Donc on voit bien que c'est effectivement des échelles de temps. Donc de nouveau, les pays qui ont mis en place un système par capitalisation, à un moment, d'un point de vue macro, ça veut dire que vous devez réduire les dépenses qui sont consacrées à la répartition. Il n'y a pas 50 façons de faire. Et donc, si vous voulez réduire les dépenses liées à la répartition, de nouveau, c'est en grande partie, c'est vous devez diminuer les pensions. Et on voit bien aujourd'hui les débats, juste pour une petite, si je peux me permettre le mot, désindexation des retraites, et que on voit les débats qu'il y a à l'Assemblée, la difficulté de faire passer même une semi-désindexation des retraites. Donc on voit bien que faire ce qui a été fait en Allemagne, de nouveau baisser les pensions réelles de 10%, c'est inimaginable, il me semble, en tout cas à court terme, dans le cas français. À nouveau, des générations un peu sacrifiées avant d'arriver à... Oui. En fait, ça aurait été beaucoup plus simple de le faire il y a 30 ou 40 ans, quand on n'était pas dans le papy boom et qu'on avait beaucoup plus d'actifs et que le système de retraite n'était pas en déficit. On en parle beaucoup sur ce plateau, des erreurs faites dans le passé. On n'a pas eu la tendance à bien prévoir la Suède et l'Allemagne ont actuellement des retraités qui ont des niveaux de vie inférieurs de 20 ou de 15% à l'ensemble de la population, alors qu'en France, on a des retraités qui ont le même niveau de vie que l'ensemble de la population. Le problème, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier les retraités et au risque d'avoir justement un peu des guerres de génération, et on le voit. Un dernier mot, Thomas, puis après je donne la parole à Martin. Je crois qu'Henri Sterdyniak dit bien les choses, mais on peut le dire de façon différente, c'est-à-dire que les 3 points de retraite en plus, de dépenses publiques de retraite en plus qu'on met en France sur les retraites, c'est de l'argent qu'on met pas forcément sur l'éducation, l'innovation ou par exemple sur la jeunesse. Donc il y a un choix différent qui a été fait par exemple en Allemagne et en Suède, mais à un moment c'est un gâteau que vous répartissez. Donc si vous donnez plus d'argent relativement à une partie de la population, vous mettez moins par exemple sur la jeunesse ou plus, par exemple, sur les impôts sur les entreprises. Il n'y a pas un arbitrage comme ça, retraite, jeune, l'arbitrage, il peut être sur l'ensemble de la population. Si vous mettez plus d'argent quelque part, à un moment, et ça peut pénaliser la croissance, et ça... Alors, il faut rappeler aussi que la France a un taux d'épargne financier fabuleux. Voilà, les ménages français épargnent beaucoup. On n'a pas besoin de la capitalisation pour épargner. On n'a pas besoin de la capitalisation pour avoir des institutions financières qui prennent des risques. Là, c'est une question de tuyaux à l'intérieur des institutions financières. On a assez d'épargne en France. On a plus d'épargne en France qu'en Grande-Bretagne ou qu'aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il faut développer effectivement des institutions financières qui prennent des risques avec la garantie éventuellement de l'État. On a BPI France, c'est son rôle. Voilà, il faut que l'argent
qu'épargnent les ménages aillent effectivement vers des placements risqués, mais ça, c'est une question financière, ce n'est pas forcément une question de retraite. Alors justement, vous parliez Thomas, de l'Allemagne, de la Suède, et après justement, j'aurai votre réaction, Martin Garagnon. On va retrouver Mathilde Moreau, justement, parce qu'on va parler, Mathilde, vous nous avez entendu, on a parlé justement de ces pays, et on va commencer par parler de l'Allemagne. Comment l'Allemagne a-t-elle initier d'abord un bout de retraite par capitalisation? Oui, tout à fait. On va parler de l'Allemagne et surtout d'une mesure qui devrait être mise en application prochainement. Ça rappelle un petit peu ce qu'a proposé Gabriel Attal, c'est-à-dire de verser 10 € par mois par enfant, des enfants âgés de 6 à 18 ans qui sont scolarisés en Allemagne. Cette mesure, elle est toujours en discussion et si elle est adoptée avant la fin de l'année, elle pourrait être mise en place dès le 1er janvier. Alors pourquoi une telle mesure? Eh bien, tout simplement, comme la France, un vieillissement de la population, cette génération du baby-boom qui arrive à la retraite, il faut financer, et on l'a dit, vos invités l'ont dit, Loïc, sur le plateau, eh bien, il y a des politiques depuis une vingtaine d'années en Allemagne qui visent à favoriser, à développer cette part de capitalisation, développer cette épargne retraite allemand pour contribuer les manques du système à répartition, donc du système de retraite allemand. Au Danemark, cette fois-ci, on parle là, il y a un peu plus de part de capitalisation dans ce système de retraite. Il faut savoir déjà qu'il y a un âge légal de départ à la retraite qui est fixé à 70 ans. Ça sera effectif qu'en 2040, puisque le Danemark se fixe sur l'espérance de vie pour fixer cet âge de départ à la retraite, qui est ajusté tous les 5 ans. Et puis, sur le système même de retraite danois, il faut savoir qu'il est mixte. On a une pension sociale universelle. Tout d'abord, cette pension, elle est fixée selon les ressources des différents pensionnés. Et puis, également, une pension complémentaire. Là, cette pension complémentaire, c'est sa capitalisation à but contributif. Le salarié verse un pourcentage de son salaire et c'est un versement obligatoire. Je note, Danemark, âge de départ bientôt à 70 ans. On n'y est pas encore. Non. Pays-Bas. Et enfin, le Pays-Bas, c'est souvent le pays montré en exemple dans le système de retraite au niveau européen en tout cas. Il faut savoir qu'il y a 3 paliers dans ce système de retraite néerlandais. Tout d'abord, la pension de base qui est versée dès 67 ans. Que vous ayez travaillé ou non, elle est versée 1 300 € net environ pour une personne qui vit seule. Deuxième palier, c'est la retraite professionnelle. Un peu sur le système danois, c'est une capitalisation collective. Le salarié, les employeurs versent ensemble sur un fonds de pension de l'argent. Et puis enfin, troisième palier, c'est l'assurance individuelle. De nombreux Néerlandais font le choix également d'avoir une assurance individuelle pour compléter tout simplement leur pension de retraite. Eh bien, merci Mathilde pour toutes ces précisions. Je retourne voir mes invités, et notamment Martin Garagnon. Avec ce qu'on vient de voir, on a entendu les économistes justement, mais est-ce que c'est aussi tout simplement une question de liberté? Et la liberté, là on vient de le voir avec les Néerlandais, moi je veux cotiser plus, parce que je veux avoir une meilleure retraite, parce que j'ai tel projet dans la retraite. Moi finalement je préfère, entre guillemets, tout dépenser durant ma vie active, avoir une petite retraite parce que je suis déjà propriétaire ou je sais que j'aurais juste envie de faire, je sais pas moi, de la peinture et ça me coûtera pas très cher. C'est ma liberté. Est-ce que c'est ça aussi ce qui est au cœur de ce que propose Gabriel Attal? Oui, bien sûr, c'est exactement ça ce qu'on propose aussi à Renaissance, c'est plus de liberté et plus de sécurité. C'est ce que les Français attendent et souhaitent. En fait, le constat qu'on fait, c'est que le système par répartition à l'heure actuelle, il est de moins en moins redistributif, il est de plus en plus confiscatoire. J'entendais tout à l'heure sur votre plateau une espèce de sacralisation d'un droit social à la retraite, mais enfin, il ne faut pas oublier, il faut surtout se poser la question, ce droit social, qui est-ce qui le paye? On parlait de génération sacrifiée. On a l'impression en fait que c'est une espèce de partie de mistigris géante où chaque génération essaie de refiler à la suivante la volonté de régler le problème de financement des retraites avec une situation démographique qui se dégrade année après année. On l'a dit, je crois que c'est un constat qu'on peut partager unanimement puisqu'il est factuel et mathématique. Donc c'est bien beau de vouloir sanctifier et sacraliser des droits sociaux, mais concrètement, c'est de l'argent à sortir. Qui est-ce qui les paye? Est-ce qu'on va taper, comme j'ai cru le comprendre, dans l'épargne des Français pour financer finalement une espèce de tonneau des Danaïdes que sont les retraites en disant surtout on ne réforme rien, on ne touche à rien, on a de l'épargne de côté, on va permettre de financer ce système-là? Moi, excusez-moi, mais ça me pose un véritable problème. Ce que les Français veulent, c'est de la liberté et de la sécurité. Faites un test demain, allez dans le café où vous prenez votre café le matin et demandez aux Français qui sont là s'ils savent à quel âge ils partiront à la retraite, avec combien ils partiront de pension. Vous en avez 9 sur
sur 10 qui sont incapables de vous répondre. Parce que le système, à l'heure actuelle, il est opaque. Vous avez une quarantaine de régimes différents. On est le seul pays au monde à avoir à la fois un âge légal de départ, à un nombre de trimestres minimum, un âge de taux plein. Enfin, on surcumule en fait un certain nombre de conditions qui sont parfaitement illisibles, qui ne règlent absolument rien, puisqu'on l'a dit en préambule, on a à peu près une réforme tous les 4 ans, ce qui montre bien qu'en fait on ne règle rien. On repousse le règlement sur le fond et on trouve des petits sparadraps budgétairement parce qu'il faut quand même donner le change. Ce n'est pas acceptable. Moi, si j'avais 20 ans, moi je suis à mi-chemin, j'ai 46 ans, donc je suis à 20 ans d'écart de l'âge d'entrée moyen dans le marché, enfin sur le marché du travail, et à 20 ans de l'âge de départ à la retraite. Mais si j'avais 20 ans à l'heure actuelle, mais je ne donnerais jamais ma voix à quelqu'un qui vous explique surtout on ne réforme rien parce que le système il tient la route comme ça. C'est parfaitement criminel vis-à-vis des générations à venir de ne pas vouloir traiter le problème de fond. Une fois de plus, je le dis, le but c'est pas de remplacer le système de répartition par un système par capitalisation, c'est de pouvoir introduire ce que font beaucoup de nos voisins, ce que les Allemands font, vous l'avez démontré à l'instant, ce que les Allemands ont su faire. Pourquoi nous, en France, on ne serait pas capable de le faire? C'est quand même assez incroyable de voir qu'effectivement, on a des débats en France sur des marges d'indexation vis-à-vis de l'inflation des pensions de retraite, alors que dans d'autres pays qui sont des pays voisins, qui ont des situations économiques et démographiques sensiblement similaires à la nôtre, on a des traitements beaucoup plus sur le fond de la question. Il y a beaucoup d'options qu'on peut envisager. La sous-indexation des retraites, par exemple, c'est quelque chose qui est une question aussi de bon sens, surtout dans un contexte économique où l'inflation est relativement faible, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Enfin, on pourrait faire une liste extrêmement longue. Le but, c'est aussi d'une prise de conscience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éternellement repousser quand on voit le mur qui arrive, le mur démographique, parce que la réalité, elle est là. Ne pas vouloir traiter le problème dans le fond, c'est criminel, une fois de plus, je le dis, pour les prochaines générations. Alors, si vous nous rejoignez... qu'on le traite, ce problème. On le traite pas parce qu'on fait une réforme tous les 4 ans. Et la preuve qu'on a des débats et que le débat est là et qu'il n'est pas tranché. Je précise, messieurs, je précise à nos téléspectateurs qui nous rejoignent, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous rejoignent. On parle justement, et vous voyez que c'est un débat évidemment épineux, la proposition de Gabriel Attal de verser 1 000 € à chaque nouvelle naissance pour financer un début de retraite par capitalisation. C'est un débat explosif en France. On a parlé des exemples étrangers européens. Vous parliez à l'instant, Martin, de lisibilité, de liberté. On va aller dans un pays où il y a de la lisibilité sur les retraites, il y a de la liberté, pas forcément de la sécurité. Vous m'avez vu venir, ce sont les États-Unis, le temple de la capitalisation, et je vais vous faire réagir là-dessus, mais justement, on va traverser l'Atlantique pour aller retrouver notre correspondante Eliana Bonas. Eliana, vous êtes à Washington, vous vivez aux États-Unis, et lors de vos reportages, vous me disiez tout le temps des Américains qui vous parlent de ce fameux 401k, le 401k, c'est leur revenu de capitalisation. Dites-nous de quoi il en retourne et montrez-nous. Oui, alors effectivement, vous l'avez évoqué, pour qu'un Américain finance sa retraite, eh bien, il doit s'y prendre en amont, c'est-à-dire que chaque mois, par ses propres moyens, il doit placer une partie de son salaire sur un compte d'investissement. Et ce compte, vous l'avez évoqué, il porte un nom en effet, c'est le 401k. Regardez, je vous en ai imprimé un exemplaire, le 401k. Effectivement, c'est un sujet qui revient très souvent dans la bouche des Américains. C'est une grande source de préoccupation pour eux. Et pour cause, sans ce compte 401k, eh bien, c'est quasiment impossible pour eux d'avoir une retraite décente. Bon, je dis quasiment impossible, je nuance un petit peu quand même. L'État fédéral fournit quand même une pension de retraite aux Américains, c'est vrai, mais elle correspond environ à 30 à 40% de leur salaire initial. Et tous vous diront que ces quelques centaines de dollars ne suffisent absolument pas à couvrir toutes leurs dépenses de retraite, surtout aux États-Unis où la vie est effectivement très chère. D'où l'importance de ce fonds 401k, 401k. Et puis ici, il y a un petit peu la philosophie de la cigale et de la fourmi. Je rappelle des bons souvenirs à certains avec les fables de La Fontaine, mais en fait, vous l'avez évoqué, on est dans le pays de l'ultralibéralisme. Et donc, si un Américain n'a pas suffisamment bien préparé sa retraite, il se retrouve avec une retraite très très faible. Mais c'est effectivement le choix de certains parfois de tout dépenser pendant leur vie active et de se retrouver avec une retraite assez faible. Enfin, je vais vous donner un ordre d'idées pour vous donner quelques chiffres. Ici, pour les Américains qui investissent dans ce compte 401k, en moyenne, quand ils ont 65 ans, ils ont 250 000 $ sur ce fonds d'investissement de retraite. Merci Eliana Bonas à Washington. Voilà, vous le savez, j'étais aux États-Unis quelques années avant Eliana comme correspondant, et beaucoup d'Américains nous disaient, vous les Français, vous croyez que vous avez un bon système. C'était peut-être vrai avant. On avait plus de prélèvements obligatoires, mais on avait quand même une bonne sécurité de retraite.
aujourd'hui, posez-vous la question si chaque mois vous aviez versé sur un compte privé, une capitalisation, ce que vous prend le gouvernement français pour vos retraites, où est-ce que vous en seriez aujourd'hui? La question méritait peut-être plus d'être posée quand on voit notre système aujourd'hui. Notre système aujourd'hui assure aux retraités un niveau de vie satisfaisant. Le système a été géré depuis 30 ans. On a fait des réformes. Et vous ponctionnez les actifs pour maintenir un niveau de vie des retraités. Suffisantes. Bon. C'est un transfert. Ne dites pas n'importe quoi. Il faut juste l'assumer. Ne dites pas n'importe quoi. Dans tout système, vous ponctionnez les actifs pour continuer à dans tout système. En tout cas, il y a un débat de guerre des générations. On entend les jeunes parler. On entend les jeunes se plaindre. Dans tout système, ce sont les actifs qui supportent les jeunes. Donc c'est supportable. Et également la question est là. C'est sur la soutenabilité du système. Il y en a de moins en moins des actifs. Le système est soutenable. Pas du tout. Il est géré. Il est pour vous peut-être. Il est soutenable. Il est géré. Et vous, avec votre gadget de 1 000 € par bébé, vous dites n'importe quoi. Vous n'êtes pas au niveau. Vous pouvez traiter par le mépris les propositions de Gabriel Attal. Libre à vous, les téléspectateurs jugeront. Au niveau des exigences. Voilà, les exigences, c'est simple. Soit on continue le système tel qu'il est avec les prévisions du corps et on a une baisse raisonnable de l'ordre de 15% du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs. Le système est parfaitement soutenable. Soit on dit non. On préfère. Pour ça, il faut peut-être pas geler la réforme Borne. Il faut pas. Bon. Là, c'est une autre question. C'est une autre question qui va être la question principale de 2027. On peut dire c'est pas bon. J'accepte des hausses de cotisation, sachant que les hausses de cotisation, on les supporte quand on est actif, on en bénéficie quand on est retraité. Troisième solution possible, on fait un petit plus par capitalisation, mais les montants en somme, en jeu, c'est pas les malheureux 1 000 € de M. Attal qui, comme vous le savez, fait ça uniquement pour se faire remarquer alors qu'il n'a aucune responsabilité. On n'a pas dit que les 1 000 € allaient financer toutes les retraites. On a bien dit depuis le début que c'était vraiment qu'une petite goutte d'eau. C'était plus un principe pour changer peut-être de philosophie. Thomas Gjebin. Ouais, deux éléments. Bon, d'une part, c'est sûr que ça aurait été plus facile de passer à la capitalisation si on avait voulu le faire dans les années 70, quand vous aviez 4 actifs pour un retraité, que quand vous avez 1,7 actifs pour un retraité comme aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je pense, moi, qu'il y a un problème de soutenabilité de notre système, parce que, de facto, quand vous avez ces 3 points de dépenses publiques en plus sur les retraites, c'est de l'argent qui, en fait, étouffe, entre guillemets, notre croissance. Il y a, dans votre reportage tout à l'heure, il a été évoqué plusieurs pays étrangers. Je pense qu'il est intéressant, au-delà du débat entre répartition et capitalisation, c'est ce qu'ont fait la Suède, le Danemark et l'Allemagne, qui ont mis en place un facteur d'ajustement. C'est-à-dire que quand vous avez la démographie qui s'ajuste, en fait, le niveau des pensions s'ajuste presque automatiquement. C'est ce qu'ont fait les Allemands à partir de 2004, c'est ce qu'ont fait les Suédois et c'est ce qu'ont fait les Danois. Et ça, je pense que c'est le plus important d'un point de vue démographique, c'est que quand vous avez 1,7 actifs pour un retraité, de facto, vos niveaux de pension s'ajustent. Le mot de la fin, Étienne, avec une question un peu ajustée par l'âge de départ. Question un peu provocante. On entendait la Eliana Bonas à Washington. Finalement, encore une fois, est-ce que c'est pas une question de liberté? Si moi je veux dépenser peu durant ma vie active, mais je cotise peu, j'aurai une petite retraite, ou alors au contraire, je suis une fourmi, j'épargne beaucoup, j'aurai une super retraite, je m'achèterai une maison en Floride ou à Nice parce que c'est ma liberté. Finalement, pourquoi refuser cette liberté? Alors, 2 choses. Déjà, cette liberté, elle existe quand même. On est libre d'épargner. Ensuite, tout ne va pas bien aux États-Unis. Il y a un certain Donald Trump, il propose 1 000 $ pour chaque naissance, et ça va entrer en vigueur l'année prochaine. Parce que, notamment pour la retraite, parce qu'il y a des problèmes pour la retraite aussi là-bas. Et même là-bas, il y a des problèmes de natalité. Et la dernière chose, c'est que le problème, ce qui me choque aussi, c'est qu'aujourd'hui, les défenseurs du système par répartition refusent le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Et la suspension... 70 ans au Danemark. La suspension de la réforme des retraites va coûter 2 milliards € à l'horizon 2027. Le gel des pensions, la fameuse année blanche, qui risque d'être retoqué également dans le prochain budget, va également pénaliser le système de retraite actuel par répartition. Donc, on va arriver en 2027 avec un débat passionnant sur quel système on veut, régime universel, régime par capitalisation, etc. Mais on aura un système
qu'il faudra avant tout renflouer. Et c'est ça le drame français, c'est qu'on devra commencer par renflouer les caisses plutôt que de faire des grandes réformes Et on n'a pas fini d'en débattre. On arrive à la fin de l'émission. La retraite à 70 ans en Danemark, ce n'est pas vrai. À l'échelle 2040. Mais non. Mais si, ça a été voté, et puis 67 ans en Espagne. C'est comparable aux 67 ans. On a bien vu, débat évidemment passionné, c'est passionnant, vous reviendrez pour en parler en plateau. Je vous laisse juste avec la une de votre journal Les Échos, avec qui nous sommes en partenariat, Étienne. Justement, la une de demain, retraite le corps nu face à l'Assemblée. Vous voyez, on était dans l'actualité. Merci à tous les quatre, 22h sur France Info. Tout de suite, le journal avec vous, Cécile Bartoli.